Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre podcast se portera sur la vie politique en France. Tout d'abord, le sommaire avec l'introduction qui contient le contexte historique et la problématique. Ensuite, dans le développement, on aura une analyse iconographique, une analyse statistique et puis enfin une analyse écrite. Nous terminerons par la conclusion qui aura la réponse à la problématique. Quelque temps après une guerre douloureuse et traumatisante, l'opinion publique française ressent deux ambitions: retrouver un équilibre et un ordre. La France, un pays endetté et appauvri, se retrouve coincée dans une crise économique dans les années 30. La période de l'entre-deux-guerres voit l'alternance au pouvoir des partis de gauche et de droite. Quelles sont les évolutions clés du monde politique français dans les années 1920? Nous allons analyser les changements marquants de cette période mouvementée qui bascule d'un parti à l'autre à la recherche d'une stabilité efficace en indiquant quelles sont les raisons ces changements se produisent. Fin de la Première Guerre mondiale. On assiste à une France victorieuse mais meurtrie. Elle a subi les plus grandes pertes, notamment en matière d'hommes, avec près de 3 millions d'hommes morts. Alors que, déjà avant la guerre, elle était en retard au niveau économique par rapport au Royaume-Uni, par exemple, ceci s'est aggravé avec la guerre. En 1914, les partis politiques de droite et de gauche se réunissent pour former l'Union sacrée. Pourtant, à la suite de la guerre, celle-ci ne tiendra pas et donnera naissance au Bloc national qui représente la droite et le cartel de la gauche. Tout au long de l'entre-deux-guerres, on assistera à une alternance des partis politiques en France, et ce pour les raisons suivantes. Le peuple cherche à élire le parti qui sera le plus apte à relever la France de cette guerre. La droite prône des valeurs conservatrices et elle représente les couches supérieures de la société. La gauche penche plutôt pour des valeurs réformistes et elle représente la couche populaire de la population. Dès son élection, le Bloc national entame directement un vaste effort de propagande centré sur la lutte contre le bolchevisme, qui est, durant le XXe siècle, dûment assimilé par le parti de droite à la gauche entière. Le bolchevisme est un courant communiste russe du début du XXe siècle, ou autrement appelé léninisme. La droite lance des propagandes contre le bolchevisme, ce qui donne naissance à cette affiche, que l'on vous montrera après. Elle avait une telle crainte que le bolchevisme prenne le dessus sur la politique de droite et qu'il y ait une contagion révolutionnaire qu'ils affichèrent des messages à l'instar de celui-ci dans les rues. Cela a fonctionné, car la France fut traumatisée après l'apparition des affiches. Ces affiches étaient vendues 0,5 francs dans toutes les librairies, ce qui est une des raisons de la victoire de la droite. Voici l'affiche dont nous avons parlé juste avant. Sur cette source, on peut voir un homme barbu avec un couteau ensanglanté dans la bouche, entre ses dents. L'homme a un regard noir, de très gros sourcils. Il est montré comme un homme malpropre. On peut voir en grand sur cette affiche la question « Comment voter contre le bolchevisme ?» qui est une incitation au vote contre les bolcheviks. Cet homme est un bolchevique. La droite lance des propagandes, ce qui donne naissance à cette affiche. Elle veut nous montrer la violence et la monstruosité que la droite veut qu'on associe aux bolcheviks. En 1919, le Bloc national gagne les élections avec à sa tête Georges Clemenceau. Il préviendra la France des dangers du communisme qui sont dits antidémocratiques. L'éclatant succès de la droite, dans un premier temps, vient de trois raisons qui sont les suivantes. Tout d'abord, la crainte de la contagion révolutionnaire, puis l'appui de l'Union des intérêts économiques, syndicat patronal qui finance les candidats, et puis la loi du 12 juillet 1919 qui favorise les groupes coalisés aux partis divisés. Quant à la gauche, elle est très divisée. En ce qui concerne le Bloc national et sa politique intérieure, on assiste à un renouement avec le catholicisme ainsi que la forte réprimande des grèves déclenchées par le communisme. Donc ici, nous pouvons voir le premier tableau des résultats électoraux de 1919. Donc on peut voir ici que la gauche a un total de 108 ans de vote. Donc on peut voir par exemple aux socialistes qui ont eu 68 votes, les républicains socialistes qui en ont eu 26 et les radicaux socialistes 86. Alors que le Bloc national, avec un total de 415 votes, a fait un peu plus de 2 fois le total des votes de la gauche. Donc comme on peut voir la gauche républicaine démocratique qui en a 96, ou alors encore
l'entente républicaine démocratique, qui en a eu 183. Pour le tableau numéro 1. Enfin, la droite va devoir faire face à ses premiers problèmes. Au niveau économique, on les scinde en 3 parties. Tout d'abord, les dépenses ordinaires, qui sont équilibrées et compensées par les recettes. Ensuite, dépenses extraordinaires dues au conflit, aucune recette ne les recouvre. Enfin, dépenses recouvrables par les réparations allemandes. Les 2 derniers budgets créeront un gouffre financier, d'une part car l'Allemagne ne peut pas payer sa dette à la France, et d'autre part à cause de l'endettement et l'inflation. Les caisses sont actuellement vides, alors l'argent provient soit de la dette allemande, soit des impôts. Seulement, l'Allemagne est incapable de payer sa dette colossale. Poincaré obtiendra qu'une partie de l'argent allemande, et cet échec poussera les Français à se tourner vers la gauche aux prochaines élections. Donc on peut voir que les raisons de la gauche sont que, de 1, la gauche est formée des socialistes et des communistes, et qu'elle est assez vulnérable face à la droite triomphante qui veut démolir les partis de gauche, comme nous avons pu le voir avec l'affiche juste avant. Pour le deuxième tableau, ici nous pouvons voir le parti de gauche qui a eu énormément de votes et qui a gagné l'élection de 1924. Donc, comme nous pouvons voir avec les votes des radicaux socialistes qui en ont eu 139, ou les socialistes de la SFIO qui en ont eu 104. Les socialistes se sont séparés des communistes et s'allient avec les radicaux. Les communistes, eux, se présentent seuls aux élections. L'entente entre les socialistes et les radicaux n'est qu'électorale, car les socialistes ont clairement expliqué qu'ils ne souhaitaient pas participer à un gouvernement bourgeois. Le cartel ne remporte qu'une courte victoire grâce à l'ajout des députés centristes de la gauche radicale, opposés aux socialistes. Toutefois, le cartel remporte les élections de 1924. Et voici le dernier tableau des résultats électoraux de 1928, où l'on peut voir que la gauche a eu moins de votes que la droite, car le total des votations de la gauche est à 272, alors que la droite est à 294. Le cartel se dissocie à cause des idéaux différents entre les socialistes et les radicaux au niveau de leur conception économique. Les socialistes, plus partisans de méthodes autoritaires pour résoudre les difficultés financières, alors que les radicaux sont plus laxistes. Ils rejettent toute mesure contraignante et comptent sur la confiance des milieux d'affaires. Par conséquent, la gauche s'effondre. À la suite de l'échec cuisant du cartel, Poincaré est appelé au pouvoir. En effet, il réussit à redresser les finances et instaure une politique de prospérité. On atteint alors une stabilité financière et internationale très attendue, qui a été obtenue par la droite. Poincaré et ses successeurs promettent un futur florissant. On observe également que le Parti communiste s'effondre, et ce, à cause de la lutte qu'ils mènent face aux socialistes et à la bourgeoisie. Ils adoptent une méthode classe contre classe. Finalement, on en déduit que la gauche a eu droit à une courte victoire grâce à l'effondrement de la droite. De plus, on remarque qu'à cette époque, une politique de droite offrait un futur plus prometteur, ce qui explique leur victoire. La crise de la mystique républicaine, qui est un processus qui a fait passer la France chrétienne et monarchique à une France démocratique et laïque, pousse les jeunes générations à répudier les vieux partis pour s'accorder sur des idées plus réalistes. Ce mouvement affecte tous les partis. On y retrouve des idées comme l'aspiration à l'efficacité, une volonté d'assurer la paix par le développement de l'esprit européen fondé sur le rapprochement franco-allemand, nouvelle conception politique qui pousse à limiter le pouvoir du Parlement. Jean Lucher, qui est l'auteur de la citation que nous allons vous montrer, était un pacifiste pendant l'entre-deux-guerres qui prenait ses idéaux. Le réalisme a d'abord été pour nous une réaction systématique contre les mythes sociaux, politiques, artistiques de nos prédécesseurs. Cette citation a été écrite par Jean Lucher, comme dit plus haut, en 1929, dans son roman Une génération réaliste. Il nous affirme que pour faire face aux opinions traditionnelles des anciens dirigeants, il a fallu adopter une attitude dite réaliste.
On assiste à un dynamisme au niveau de la politique à cette période, une jeunesse qui prône des valeurs différentes et qui les défend. Pour conclure, nous pouvons remarquer que le peuple essaye désespérément d'élire un parti qui relèvera la France de la guerre. Par conséquent, ce n'est pas tant le parti qui compte, mais plus ce qu'il a accompli. La France avait besoin de se relever économiquement, c'était une priorité. Elle a donc élu les partis l'un après l'autre dans l'espoir qu'ils la ressortent de ce gouffre financier provoqué par la guerre. Dans un premier temps, la droite sera élue pour sa forte cohésion et sa politique intérieure. Toutefois, après son effondrement financier lié à la dette allemande impayée, car trop élevée, le peuple choisira de se concentrer sur les partis de gauche. Ensuite, le rassemblement des socialistes et des radicaux aura comme conséquence une gauche plus forte, qui sera donc élue. Pourtant, les différents idéaux de celle-ci provoqueront une fois encore la séparation des partis de gauche. Par conséquent, la droite reprend le flambeau et se refait élire en 1928. Pour conclure, on remarque que le peuple élit les partis de gauche plus par défaut que par leur réelle politique. Le but étant de se reconstruire économiquement, la droite et sa politique de prospérité envisagent un futur plus riche que la gauche. Cette alternance des partis se produira encore et encore dans la politique française au fil des années. Aujourd'hui en France, on remarque que le schéma se répète, on assiste à une gauche complètement divisée, ce qui pousse le peuple à voter pour la droite. C'est pourquoi elle est en forte hausse en France. L'extrême droite représentée par Éric Zemmour par exemple, ou Marine Le Pen, est une classe qui a été frustrée et qui s'est sentie abattue et oubliée pendant longtemps. Alors maintenant qu'elle est écoutée, nous pensons qu'elle ne va pas se laisser oublier. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et c'est la fin de ce podcast.